Les résultats des travaux des auteurs sur la réaction de quémande du poussin de guirlande argentée à diverses leurres de bec sont résumés sur la figure à droite. Pour la première expérience, qu'est-ce qui change dans ce leurre? C'est la tache qui change de couleur. Nous constatons que la tache rouge donne le meilleur résultat, suivi de la tache noire, et ainsi de suite. Ici, les résultats sont exprimés en fréquence relative des bonnes réactions par rapport à plusieurs coups de bec. Le bec sans tache donne le plus faible résultat. La seconde expérience, on a voulu voir si la couleur du bec a un effet sur la quémande. Les résultats montrent qu'à part le bec rouge qui donne un bon score, toutes les autres couleurs du bec aboutissent à des résultats moins importants et presque égaux. On peut dire que c'est toujours la couleur rouge qui induit la réaction du petit. Pour la troisième expérience, on a changé la couleur de la tête, mais avec toujours le bec jaune et la tache rouge. Les scores sont maximaux et sont comparables. La quatrième et la cinquième expérience testent l'importance de la forme de la tête et du bec et montrent qu'elles sont secondaires puisque la réaction du poussin est maximale pour tous les heures. La quatrième et la cinquième expérience testent l'importance de la forme de la tête et du bec et montrent qu'elles sont secondaires puisque la réaction du poussin est maximale. Donc, c'est la tache rouge par son contraste avec le bec qui déclenche la réaction de quémande du petit. Alors, pour Tinbergen, le nouveau-né possède une image mentale du parent qui a une valeur de stimulus déclencheur de la sollicitation. Ce sont les mécanismes innés de déclenchement et la réponse du jeune est un mécanisme instinctif. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion de Tinbergen? Apparemment, pas à 100%, car il y a des réponses à des stimuli variés. Hellman, en 1967, ce Hellman fait partie de l'école épigénique américaine, mettant en avant le rôle de l'expérience et de la maturation. Il a réalisé ses travaux sur le goéland atricile. C'est un oiseau à bec et tête gris, sombre à noir, avec une tache rouge sur le bec. Il a constaté que les poussins sont maladroits à la naissance, puis au bout de 48 heures, ils ont une précision qui devient très bonne. Alors, il a fait la première expérience qui consiste à tester la précision des coups de bec à l'éclosion. Alors, l'éclosion des œufs est faite dans une couveuse, puis on a évité toutes les stimulations visuelles. Alors, le poussin est posé dans le dispositif expérimental où il peut frapper le leurre une dizaine de fois. Alors, les résultats qu'on a obtenus, pour le premier jour, on a 33% de bons résultats, pour le jour 2, 50%, et le jour 3, on a 75% de bons résultats. Donc là, on peut constater qu'on a une amélioration avec le temps. Alors, pour expliquer ceci, il y a deux possibilités. Soit parce qu'on a une maturation, ou bien l'animal, avec l'expérience, il a acquis la tâche. Pour la deuxième expérience, après l'éclosion, les poussins, ils sont élevés en chambre noire et étaient nourris de force pour éviter l'expérience de la sollicitation. Ou
ils ne sont pas nourris du tout, à savoir qu'ils peuvent vivre sur les réserves de la vésicule vitelline. Un autre groupe de poussins est remis avec des parents adoptifs pour constituer le témoin. Alors, les résultats qu'on a obtenus, c'est que le troisième jour d'expérience, ou le troisième jour où on met l'animal dans le dispositif pour voir sa performance, on a constaté qu'on a 30 à 50% seulement pour les animaux qui étaient isolés, donc qui n'ont pas exercé la quémande, et 75% pour les témoins qui ont été élevés avec leur mère adoptive. Donc, on peut dire qu'avec l'expérience, il y a maturation et on a également l'expérience qui joue un rôle important. La troisième expérience, elle permet d'étudier la valeur spécifique des stimuli en fonction de l'âge du poussin. Les résultats montrent que les poussins d'un jour sont plus sensibles au bec, la tête est sans importance, alors qu'au 8e jour, ils sont sensibles à la configuration globale de la tête des parents. Les résultats qu'on a pu obtenir, le premier jour, les petits, ils étaient sensibles donc au bec, mais au 8e jour, la sensibilité, il était généralisée à toute la tête. Donc, ce qu'on peut conclure à partir de ces résultats, qu'il n'y a pas de photographie mentale chez les poussins qui leur permet de reconnaître leurs parents. Pour la dernière expérience, les auteurs ont fait des adoptions croisées, c'est-à-dire les poussins de goélandes argentées sont élevés par les goélandes artificielles et vice-versa. Les résultats obtenus montrent que la meilleure réaction des poussins, c'est celle au bec des parents adoptifs qu'à celle au bec des parents biologiques. Donc, ceci montre qu'il y a une implication du facteur d'apprentissage. Ces résultats sont donc incompatibles avec ceux de Tinbergen qui n'avaient pas contrôlé le facteur âge. L'image mentale de la tête des parents n'est pas innée, mais acquise. Ce qu'il faut noter également, c'est que l'apprentissage est lié au renforcement par la nourriture. En effet, s'il n'y a pas de renforcement par la nourriture, le poussin ne reproduira pas le comportement. Si par exemple on donne une graine sur un papier à un poussin de poule, s'il arrive à l'attraper, il l'avale tout de suite, et il va reprendre le picorage à chaque fois qu'on lui présente la même chose. Alors que si on lui donne juste un dessin qui ressemble à une graine sur un papier, donc il n'y a pas de vraie graine, le poussin essaie de l'attraper, mais comme il ne peut rien avoir, il se résigne et ne fera plus de picorage. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, à partir de tous ces résultats, on peut conclure que les prédispositions sensorielles et motrices des poussins permettent, avec la maturation et l'expérience acquise par les demandes répétées, d'améliorer la précision des coups de bec. L'apprentissage est lié au renforcement par la nourriture. Nous allons voir maintenant l'influence de l'expérience sur le comportement inné. Et l'exemple qu'on va prendre est celui de la nidification chez les inséparables. Les inséparables sont des perruches africaines aux couleurs vives et vivant en couple permanent très câlin. Elles nichent dans les cavités des troncs d'arbres. Les femelles
construisent un nid en forme de coupe avec des rubans de végétal, feuilles et écorces, découpés avec leur bec. Deux groupes d'espèces existent pour le transport des rubans qui servent à construire le nid. Des espèces dites évoluées, comme l'inséparable masqué ou inséparable de Fischer, qui découpent de longues bandes qu'elles transportent une à une dans leur bec, comme la plupart des oiseaux. Des espèces considérées comme primitives, qui insèrent des rubans sous les plumes du dos vers le croupion. Les rubans sont courts et plusieurs d'entre eux sont transportés à la fois. C'est le cas de l'inséparable à face rose, qui se trouve sur la côte ouest. En laboratoire, on a pu croiser ces inséparables. Alors, les femelles hybrides auxquelles on fournit des feuilles de papier découpées en bandes longues et intermédiaires, les manipulent de manière intermédiaire, hésitant entre les deux types de comportements, mélangeant les éléments moteurs. Ils tournent la tête et commencent à placer le ruban sous les plumes, mais oublient de les lâcher. Ainsi, elle les laisse tomber, etc. Donc, ils continuent plusieurs fois et finalement, les seuls rubans transportés le sont par le bec, mais ne présentent que 6% des prises. Après 2 mois d'expérience, les essais infructueux persistent, mais 41% des items sont transportés dans le bec. Après 2 à 3 ans, les hybrides se comportent à peu près normalement, mais tournent toujours la tête vers le croupion avant de s'envoler avec le ruban dans le bec. Ces expériences montrent que les différences génotypiques entre les deux espèces déterminent les différences phénotypiques et aussi que l'expérience peut modifier les comportements innés.